Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du VAP Expo 2015. On va commencer avec des VAP en question ce matin et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Neil McKenaghay, qui est directeur du Center for Drug Misuse Research en Écosse, à Glasgow, si je ne me trompe pas. Et nous allons parler ce matin de la question de la normalisation de la VAP, de sa dénormalisation, des tentatives de certains États de réguler la VAP, avec aussi des craintes qui peuvent s'exprimer quant à la montée en puissance du nombre de vapoteurs notamment. Et nous parlerons donc des tentatives d'interdiction de la VAP dans les lieux publics, en prenant l'exemple du Pays de Galles, où une tentative est actuellement en cours pour passer une loi qui interdirait donc la VAP dans l'ensemble des lieux de convivialité, l'ensemble des lieux publics. Mais avant cela, je vais quand même vous donner la parole, professeur, pour que vous puissiez vous présenter, présenter aussi le centre que vous dirigez, qui travaille sur les addictions. Et plus concrètement, je voulais savoir aujourd'hui quelles étaient vos actions vis-à-vis de la VAP. Mes actions personnelles? Le centre fonctionne depuis 1994 et mes collègues et moi-même avons mené un grand nombre de recherches sur des substances légales et illégales, notamment d'un point de vue comportemental, pour essayer de comprendre pourquoi les gens utilisent certaines drogues et avec quel impact. Nous nous sommes concentrés de plus en plus, comme nombre d'autres groupes de recherche, sur les cigarettes électroniques, comme leur utilisation a beaucoup augmenté. Et toute personne qui travaille sur le monde de l'addiction, évidemment, s'intéresse à la vapologie, parce que cela est en train de devenir très polémique. Les gens ont des inclinations assez étonnantes. Et voilà, il s'agit de prendre des mesures de réglementation dans l'urgence. Tout ce domaine soulève des questions fondamentales concernant comment on fonctionne dans des circonstances d'incertitude importante et la réaction à cette incertitude vis-à-vis des cigarettes électroniques, notamment concernant les dangers à long terme, en tout cas l'hypothèse de dangers à long terme, génère, selon moi, une réaction très forte de la part de la communauté de santé publique. Et cela a énormément d'influence sur la détermination des politiques publiques, notamment dans mon pays, et d'une manière que les gens n'auraient pas prévue. Et cela pourrait devenir facilement, rapidement illégal. Et du coup, les vapoteurs seraient dans l'impossibilité d'acheter du matériel de vapologie. Et cela pourrait devenir même un délit. Cela pourrait ne plus être autorisé du tout. Et quand on pense à ce dont on parle ici, c'est pas une activité déviante. C'est vraiment le moyen peut-être le plus efficace de réduire l'utilisation du tabac. Et c'est inconcevable qu'on cherche à appliquer une législation aussi draconienne dans ce domaine partout dans le monde. Je ne vais pas me faire porte-voix de personnes qui pensent différemment que vous, mais on va regarder une petite vidéo du ministre de la Santé du Pays de Galles qui explique son souhait de réguler la vape. On regarde. Well, the bill is designed to protect. Il s'agit d'une législation nationale pour protéger les gens des dangers de la vape. Il s'agit d'éviter les dangers et de prendre des mesures pour ce faire.
Ce n'est pas dangereux tout ce que fait cette loi, c'est voilà, de faire le parallèle entre les cigarettes électroniques et les cigarettes traditionnelles. Et là où on ne peut pas utiliser des cigarettes traditionnelles, en tout cas de tabac, on ne pourra pas utiliser des cigarettes électroniques. Et cela empêchera la normalisation de la tabagie pour les jeunes. Et le Pays de Galles s'alignera sur 40 pays dans le monde qui auront déjà pris ce type de mesures de protection. Je pense à la France, à l'Espagne, à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie. Nombre d'États des États-Unis. Notre loi préserve la possibilité. Il n'y a rien dans notre loi qui empêcherait les gens de s'adonner à la vape, mais il y a néanmoins des preuves que les cigarettes électroniques visent, en tout cas le secteur des cigarettes électroniques vise les jeunes. Évidemment, ça contient également de la nicotine. C'est une substance qui est extrêmement addictive, plus encore que la cocaïne. Et on ne laissera pas faire cela aux jeunes. On ne laissera pas le secteur des cigarettes électroniques harponner comme ça notre jeunesse. Néanmoins, cela, à chaque fois qu'on considère que cela est dangereux, on agira. De la santé du Pays de Galles. Alors, professeur, c'est vrai que vous connaissez ce discours et je crois qu'on est au nœud actuellement de la mise en place des politiques publiques de lutte contre le tabac, avec cette crainte de certains de voir la cigarette électronique renormaliser le tabac, alors que toutes les politiques de santé publique visant le tabac avaient pour seul mot d'ordre en tête la dénormalisation. Et là, on a aujourd'hui des responsables politiques au Pays de Galles et ailleurs, qui expliquent que la vape va renormaliser le tabac, est une porte d'entrée dans le tabagisme. Comment vous réagissez à ce type de propos ? Oui. La logique sous-jacente à cette réflexion est, je pense, très claire. Vous avez une situation dans laquelle les responsables de la santé publique ont créé ce qui peut être décrit comme voilà, une hydre de peur, de crainte qui n'est pas fondée sur des données scientifiques, mais qui sont fondées sur des hypothèses. Ces individus ont des postes de grande influence sur la politique publique de santé. Cela les conduit à prendre des décisions qui ne visent pas à réduire un danger, mais et lorsque on a un officiel comme celui-ci qui parle de la renormalisation de la tabagie, je n'ai pas encore vu les preuves que cela est en train de se passer. Nous, en tant que société, on devient de plus en plus familier avec la vape. C'est de moins en moins probable que quelqu'un qui s'adonne à la vape soit considéré comme quelqu'un qui s'adonne au tabagisme. Et si ce n'est pas immédiat, cette reconnaissance, eh bien, c'est rapidement résolu. Il y a cette appréhension de la part, mais c'est tout à fait ridicule de la part donc des officiels de santé. Et c'est ridicule de prendre de telles mesures réglementaires ou de faire passer de telles lois. Parce que si on le faisait, toute facette de la vie publique serait hyper réglementée. Et peut-être avec les meilleures intentions du monde, mais au détriment de la population. Et pour ce qui est de la vape, si on ne parlait pas de ce qui pouvait être l'outil le plus efficace contre le tabagisme, eh bien, depuis l'émergence des cigarettes de tabac, ce serait ridicule. Mais c'est un domaine de santé publique. Et on a la possibilité de réduire le fléau justement du tabagisme grâce aux cigarettes électroniques.
alors que là, il s'efforce de rendre les cigarettes électroniques de moins en moins accessibles. Et en disant qu'il s'agit de protéger les communautés. Mais en fait, le résultat de leur action, c'est de rendre les gens de plus en plus vulnérables. Et c'est frappant d'une manière que ces gens qui prennent ces mesures ne doivent pas rendre compte de leurs actions en réalité. Donc dans cet effort réglementaire, si on voit une réduction du nombre de vapoteurs et de la même manière un impact sur le nombre de fumeurs, et à ce moment-là, si le nombre de fumeurs cesse de réduire en nombre, eh bien, le résultat cumulatif de leur effort sera de faire s'adonner davantage encore la population au tabagisme. Et dans ce cas, ce serait une tragédie pour la population et pour les individus eux-mêmes qui auront pris ces mesures. Eh bien, ils n'auront pas à en rendre compte, ils pourront passer à un autre poste peut-être, dans un autre domaine. Et il me semble que si on essaye de créer une situation dans laquelle il y a de plus en plus de confusion concernant la vape ou le tabagisme, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de faire de la vape, de rendre la vape de plus en plus inaccessible et d'assimiler la vape au tabagisme. Et donc c'est absolument absurde cette solution. C'est vraiment une mauvaise appréhension de la vape, d'essayer de la rendre moins visible. C'est absolument ridicule. La plupart des gens dans la société n'ont aucune difficulté à distinguer entre un fumeur et un vapoteur. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a une cigarette électronique en main, on se rend bien compte qu'il n'est pas en train de fumer. Mais de plus en plus de réglementations dans nombre de pays vont rendre la vape de moins en moins facile à distinguer du tabagisme. Donc, ce qui semble maintenant être un équipement qui ne ressemble absolument pas à une cigarette de tabac pourrait, avoir être sujet à l'effet évidemment inattendu de ressembler de plus en plus à une cigarette. Pour l'avenir de la réduction des risques et le maintien de fumeurs dans leur tabagisme. Là, au VapExpo, aujourd'hui, vous êtes en face de vapoteurs, de professionnels. Concrètement, quelle position tenir aujourd'hui? Est-ce que l'on peut sincèrement expliquer aux acteurs de santé, à ce ministre et à d'autres, que finalement, avec leur bonne volonté prétendue vis-à-vis de la vape, ils sont en train de maintenir les gens dans le tabagisme, ils sont en train peut-être de collaborer, si j'ose dire, au maintien des personnes avec leurs cigarettes conventionnelles. Et de ce point de vue-là, ils empêchent les fumeurs de quitter le tabac. Et donc, on se retrouve avec ce paradoxe où les personnes censément être les plus engagées en faveur de la sortie du tabagisme sont celles qui maintiennent les fumeurs avec leurs cigarettes traditionnelles. Well, Eh bien, il y a un rôle à jouer pour ceux qui ont la chance d'avoir une position publique. Il y a la possibilité de mettre en question les mesures qui sont proposées, mais d'une manière, le mouvement social de la communauté de la vape elle-même a beaucoup d'influence. Et on doit chercher autant de manières que possible de faire entendre cette voix. Mes collègues et moi-même avons mené des recherches, notamment une enquête dernièrement qui a montré la disposition des vapoteurs à faire part de leur expérience et notamment à en faire profiter les fumeurs. Il y a de plus en plus de possibilités de communication dans les médias sociaux notamment. Et nombre des officiels de santé publique
doivent pouvoir entendre cette voix. Et voilà, ils ne connaissent pas d'ailleurs pour la plupart l'aspect technique de la vape. C'est un domaine qui leur est inconnu. Et cependant, c'est un domaine de communication rapide, les réseaux sociaux. Et je pense que par les réseaux sociaux, la communauté de la vape pourrait davantage faire entendre sa voix. Parce que la plupart des gens qui fument du tabac ne souhaitaient pas se retrouver dans cette situation au départ. Et ça n'est pas le cas avec les vapoteurs. Et la communauté des vapoteurs a besoin de se mobiliser pour questionner ces officiels, ces responsables de la santé publique, pour questionner justement les réglementations qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Et même si ces responsables ne sont pas élus, les ministères qu'ils représentent le sont. Et il y a des pays où il y a des législations très restrictives ou qui sont en train d'être imposées. Dans le domaine public, les individus doivent être remis en question quant à leur logique. Le micro à la salle. Une dernière question de mon côté concernant le rapport du Public Health England. C'est peut-être le moment où aussi la communauté scientifique réussit à influencer le politique. Avez-vous le sentiment que c'est un tournant néanmoins dans la compréhension de la vape au Royaume-Uni, en Écosse? Je ne sais pas si vous allez bientôt devenir indépendant ou si vous le souhaitez, mais est-ce que c'est un tournant du moins pour le Royaume-Uni et pour le reste de l'Europe ou du monde? Je pense que le rapport Public Health England qui a été très influencé par un lobby anti-tabac a eu beaucoup de valeur quant à la communication du danger que représentent les produits combustibles. Et ils ont été très courageux de le faire dans un contexte où il y avait beaucoup d'attaques personnelles contre les gens qui travaillent dans ce domaine. Et c'était prévisible dans un sens que la réaction immédiate à la publication du rapport allait justement être cela, des attaques personnelles contre les individus qui ont une peur quasi religieuse du tabagisme. Et qui les mène à s'attaquer aux scientifiques concernés. Il y a une confusion qui restera à l'esprit des gens que la vape peut être aussi dangereuse que le tabagisme. Mais au fur et à mesure que plus de voix vont dans ce sens, qui mettent l'accent sur les risques, sur les dangers, soi-disant dangers de la vape, eh bien, plus de gens auront cette fausse impression que c'est le cas. Et il y aura un ralentissement dans le nombre, dans l'augmentation évidemment du nombre de vapoteurs en raison de ces informations erronées. Nelly, tu avais une question? Oui, monsieur. Many thanks. That's really quite... Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je me demandais, est-ce qu'il y a beaucoup d'informations sur les nouveaux vapoteurs? Est-ce que vous pouvez nous donner des statistiques concernant qui se met à la vape? Nick Clegg s'est mis à la vape, notamment. Certains des vieux fumeurs maintenant se mettent à la vape, mais il y a ces critiques du secteur qui se focalisent sur la jeunesse. Est-ce qu'on a des informations sur les gens qui se mettent à vapoter et qui laissent tomber les produits combustibles?
On analyse les résultats de notre résultat avec des milliers de personnes interrogées et nos constatations, c'est que le nombre de jeunes qui se mettent à la vape est minuscule par rapport à la proportion de fumeurs de longue date qui se mettent à la vape. Les gens qui se mettent à la vape, qui n'ont jamais fumé avant, est vraiment tout petit. Il s'agit de pourcentage à un chiffre. L'histoire publique qui est racontée concernant les jeunes, ça éclipse les vérités, à savoir qu'il y a vraiment un tout petit nombre de jeunes qui vapotent. C'est vraiment tout. Ce nombre est tout petit par rapport à la population de fumeurs invétérés qui s'y mettent. Voilà, tout cela est une question de crainte, de peur, mais on peut voir comment ces histoires concernant un jeune ici ou là qui se mettent de manière très peu typique à la vape est une histoire que les médias aiment bien raconter. Mais c'est souvent plus complexe qu'il semble au départ. Donc même s'il y a un jeune qui se met à la vape et qui n'avait jamais fumé avant, on doit se rendre compte que il est possible qu'autrement il se serait mis au tabagisme à l'adolescence. Donc il est facile de générer une réaction dans les médias défavorable à la vape en mettant en avant des histoires comme celle-là, en créant donc une panique. On doit être judicieux dans la manière de réagir à ce type de choses. On est à un âge où il s'agit d'un âge où la plupart des jeunes, sinon peut-être, se seraient mis au tabagisme. Cette anxiété concernant les jeunes ne devrait pas devenir l'angle de toute politique de santé publique, alors qu'on a justement des preuves que la fréquence des jeunes qui se mettent à la vape sans avoir fumé avant est vraiment minuscule. Je ne pense pas que les conséquences de cela devraient être une législation draconienne concernant l'accessibilité des cigarettes électroniques. Et il n'y a aucune logique à cela. Et si de toute façon il s'agit de lutter contre le tabagisme, pourquoi mettre en avant ce type d'histoire, alors que justement la cigarette électronique peut être un moyen de prévenir la détérioration de la santé de nombre de personnes. Alors que justement, contre le tabagisme, il n'y a pas de médication possible. Il faut justement faire en sorte que la cigarette électronique puisse se développer, se déployer autant que faire se peut, de manière à réduire le nombre de personnes accros à la cigarette traditionnelle. On doit peut-être réglementer la chose concernant les jeunes, mais on ne peut pas dire qu'en tout cas que le secteur se focalise sur les jeunes. Alors moi j'en ai une dernière pour vous. Je voudrais faire un peu de vape ou de politique fiction ou de santé fiction. Je voulais savoir, de votre point de vue, dans 10 ans, la consommation de vape au Royaume-Uni, en Europe, quels seront les niveaux par rapport au tabac, aux produits à combustion? Comment vous voyez l'évolution de la vape sur les 10 prochaines années? On est en 2025. Quels sont les niveaux de vapoteurs et de fumeurs de cigarettes traditionnelles? Well, I think that, Eh bien, prédire l'avenir, c'est forcément toujours voué à l'échec. Il est clair que
le secteur du tabac a conscience de l'augmentation du nombre de vapoteurs et d'une certaine manière, elle doit se positionner vis-à-vis de ce phénomène pour garder sa place sur le marché. Même si il est évident, compte tenu des recherches menées, que les gens qui essayent la vape, la proportion de gens qui continuent est en fait relativement petite. Donc la technologie à ce stade attire nombre de personnes, mais pas à long terme. Et ça, c'est quelque chose qui va changer. La technologie elle-même change rapidement. Et je dirais que le nombre de personnes qui cessent la vape après l'avoir expérimenté va se réduire. La vape n'est pas quelque chose qui va éclipser complètement le tabagisme. Il y a souvent des gens qui essayent la vape et qui disent que pour eux, c'est pas la même chose que de fumer. C'est quelque chose qu'ils voient comme... voilà, et il y a nombre d'entre eux souhaitent continuer à fumer après avoir essayé la vape. Alors que ceux qui ont réussi à s'arrêter de fumer sont davantage enclins à dire que même si c'est pas la même chose même si la vape n'est pas la même chose que de fumer des cigarettes, il y a un grand avantage à cela et peut-être à l'avenir, avec le développement des cigarettes électroniques, il y aura une multitude de technologies qui seront autant de manières de faire se développer la vape afin, à terme, peut-être de supplanter le tabac. Mais à mon avis, pas avant 10 ou 15 ans. Je vous remercie d'avoir participé au VAP Expo. Aussi, un grand merci pour votre soutien concernant l'étude du VAP Expo et de la FIVAP que nous avons présenté hier avec les premiers résultats. On regardera aussi avec un très grand intérêt l'ensemble des résultats de cette étude qui seront publiés dans les prochains mois avec plus de 2500 vapoteurs qui ont participé. Donc encore une fois, merci. Vous retrouvez dans quelques instants Guylain Armand avec le docteur Konstantinos Farsalinos et ils évoqueront ensemble l'Eurobaromètre de la Commission européenne qui a été publié en mai 2015. Merci à tous. thank you. Thank you.